La fin d'année 2022 a été triste pour le sport automobile français avec les décès de Patrick Tambay et Philippe Streiff, deux grands noms du sport auto tricolore. Philippe Streiff était un très bon pilote qui n'a malheureusement jamais vraiment eu l'occasion de réellement s'exprimer en Formule 1. Alors que sa carrière bat son plein, il est victime d'un terrible accident en début d'année 89. Un accident qui le paralyse. Malgré tout, Philippe Streiff n'a jamais cessé de se battre et a beaucoup donné durant toute sa vie. Rendons-lui hommage avec cet épisode qui lui est dédié. Philippe Streiff est né le 26 juin 1955 à La Tronche en Isère. Contrairement à beaucoup de ses futurs collègues, Philippe ne démarre pas par le kart. D'ailleurs, à l'image de Patrick Tambay, il débute tardivement en sport automobile. Après ses études, il démarre en Coupe de l'Avenir en 1976. La Coupe de l'Avenir, en l'occurrence on parle de prototype, c'était une catégorie qui servait à détecter les futurs pilotes, d'où son nom Avenir. Et aujourd'hui, en quelque sorte, cette catégorie existe toujours car les modèles des années 70-80 sont engagés en Coupe de France des circuits sous le même nom, Avenir Cup. Si vous voulez, dans le dernier pilote du dimanche, j'interview Lucas Clément, qui est un pilote prototype en Coupe de France des circuits et qui roulait dans la même catégorie que les Avenir Cup. Philippe roule avec une Géry RB4 en 76 et en 77, c'est avec une LF 177 qu'il remporte le championnat de France. De plus, il remporte le volant Motul sur le circuit de Nogaro. Avec ses succès, Philippe va s'impliquer à 100% en sport automobile. Il a trouvé sa vocation. Son ascension va être claire, il participe au championnat de France de Formule Renault 78. Sa première saison est très prometteuse avec une victoire au Castellet, course support du Grand Prix de France, donc ça tombe bien. Il termine 5e du championnat à 12 points de la 3e place, et c'est vraiment pas mal avec si peu d'expérience. De plus, il dispute ses premières 24 heures du Mans, au volant d'une Lola T296 engagée par le team Pronuptia dans la catégorie Rennes, le groupe 6. En compagnie de Michel Elkoubi et Pierre Yvet, les trois Français terminent loin à cause d'ennuis mécaniques et ne sont pas classés. En 79, il passe en Formule 3 européenne, catégorie très relevée. Il évolue sous son propre nom, c'est lui-même qui engage ses voitures, ce n'est pas une équipe, du coup il a des moyens financiers un petit peu plus limités que certaines grosses structures, et il engage une Martini Renault. Alain Prost remporte le championnat et Philippe termine 13e. Une année pour apprendre, l'autre pour gagner. Philippe fait une très bonne saison en 80, il remporte même la dernière course à Zolder en partant depuis la pole position. Il finit 6e du championnat. En 81, Philippe fait un double programme, le championnat d'Europe d'un côté et le championnat de France. Philippe va se révéler, il remporte 2 victoires en championnat de France ainsi que le titre. En Europe, il termine 4e du championnat derrière Mauro Baldi, Alain Ferté et Philippe Alliot. Très bonne saison pour Streiff qui va passer à l'échelon supérieur. Mais attendez, car en 81, le Français a brillé en endurance. En effet, pour les 24 heures du Mans, il rejoint les tenants du titre Rondeau. En compagnie de Jean-Luc Schlesser et Jackie Aran au volant d'une M379, Philippe Streiff termine 2e de la mythique épreuve et remporte sa catégorie GTP. La Porsche 936 de X Bell était intouchable. Une victoire de prestige au Mans, voilà qui est sympathique dans un CV. 2 ans plus tard, il recommence avec Rondeau, mais désormais c'est avec une M482. Il est inutile d'espérer jouer la gagne car les Porsche 956 sont intouchables. De toute façon, Streiff et son équipier Jean-Pierre Josso abandonnent au bout de 12 tours. Problème de fuite d'huile. Mais en 1984, Philippe Streiff va rouler avec la Porsche, et là, il peut espérer remporter le général. Engagé dans le team Skoll Bandy Porsche, aux côtés de David Hobbs et Sarel van der Merwe, Streiff va jouer la gagne face aux Lancia et aux autres Porsche. Mais malheureusement, même si ça reste une sacrée perf, il ne termine que 3e de la course. 2e et dernier podium dans la Sarthe pour Philippe Streiff, car 84 était sa dernière participation. Mais revenons en 82. Pour 82, Philippe Streiff débarque dans une petite équipe du Var qui évolue en Formule 2, AGS, et il devient leur pilote. Il décroche 2 podiums en 82 et termine 6e dans le championnat très relevé. Streiff est prometteur et il est approché par Renault pour devenir pilote essayeur en Formule 1. Et évidemment, il accepte. En 83, il décroche 4 podiums et se classe 4e du championnat.
Vraiment pas mal avec une petite équipe comme AGS, et certaines personnes ont bien détecté son talent. Il le confirme en 84 en décrochant la victoire à Brands Hatch, dernière course de la saison. Il termine de nouveau 4e du championnat. C'est alors qu'un mois plus tard, il obtient sa première opportunité de rouler en Formule 1. En effet, Renault engage une 3e voiture pour le dernier Grand Prix de la saison au Portugal. Ça pouvait encore se faire à l'époque, même si ça devenait de plus en plus rare. D'ailleurs, je crois que c'est une des dernières fois que c'était le cas. Je sais qu'en 85, Renault avait fait pareil avec François Hainaut. Donc je crois que c'est l'avant-dernière fois qu'il y avait 3 équipes engagées lors d'un même week-end. Fait 3 voitures d'une même équipe engagées dans un même week-end. Mais par contre, ils ne pouvaient pas marquer de points. Et ça se comprend. C'est donc au volant de la Renault R50 frappée du numéro 33 vert que Philippe découvre la Formule 1. Renault est dans une pente descendante en cette saison 84, mais Philippe parvient à se qualifier 13e, 1 seconde 3 derrière Derek Warwick et 1 seconde 5 derrière Patrick Tambay. Il fait un mauvais départ mais se débrouille bien dans le peloton avant de partir en tête à queue dans les graviers et repartir avant-dernier. Il remonte avant d'abandonner au 48e tour sur problème de transmission. C'est un petit peu brouillon. Mais bon, il y a des circonstances atténuantes. En revanche, ce qui est dommage, c'est que Gérard Larousse, le team principal de Renault, le remercie après cette course. Bon, c'est dur, mais il faut continuer d'y croire. Philippe continue chez AGS en 85 alors que la Formule Renault est remplacée par la F3000. Catégorie au coût plus élevé et c'est plus dur pour AGS. Philippe ne décroche qu'un podium et termine 8e du championnat. Avec pareil résultat, Philippe aurait pu tomber dans l'oubli et ne jamais accéder à la Formule 1. Heureusement qu'à la mi-saison 85, un certain Guy Ligier l'a appelé. Jacques Laffite a retrouvé son équipe française en 85 et il a fait équipe avec un certain Andrea De Cesaris. Pilote rapide mais brouillon, d'où son surnom des Cracheris. En Autriche, l'Italien détruit sa Ligier dans une série de tonneaux. Guy en a marre et veut le dégager sur le champ, mais ne trouvant pas d'accord avec d'autres pilotes avant le Grand Prix suivant à Zandvoort, De Cesaris garde son volant. C'est alors que les soutiens de Philippe Streiff, Elf et Gitane principalement, donnent un petit coup de pouce à l'Isérois et Guy Ligier décide de le prendre à la place de De Cesaris pour le Grand Prix d'Italie. Philippe doit donc finir la saison avec Ligier et il termine 10e de son premier Grand Prix en bleu, puis 9e en Belgique et 8e à Brands Hatch après s'être qualifié 5e. C'est alors qu'arrive le scandale du Grand Prix d'Afrique du Sud 1985. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'en ai fait une petite vidéo. Mais pour faire court, c'est l'apartheid et les discriminations et guerres raciales ravagent le pays. Beaucoup de sponsors et chaînes de télévision ne se rendent pas à Kialami et l'État français demande au tricolore de ne pas se rendre sur place. Et vu que Guy Ligier est ami avec certains membres du gouvernement, dont François Mitterrand, qui était le président de la République à cette époque, il décide de suivre les recommandations. Du coup, pas de Ligier en Afrique du Sud. Mais Philippe Streiff va quand même participer au Grand Prix. En effet, Ken Tyrrell en profite pour enrôler le Français dans son équipe et les deux parties signent même un contrat pour 86. Cela dit, il sera bien avec Ligier en Australie. Bref, Streiff se qualifie 18e, mais au 16e tour, il glisse sur de l'huile et se crache. De retour chez Ligier à Adélaïde, ce premier Grand Prix d'Australie de la F1 va être mouvementé. Seulement 18e sur la grille, Philippe va remonter toute la course. Dans les derniers tours, il est 5e juste derrière son équipier Laffite. C'est alors qu'Ayrton Senna, leader de la course, et Michele Alboreto 3e abandonnent en même temps. Streiff est alors sur le podium et les deux Ligier naviguent à la 2e et 3e position. Un excellent résultat, il faut préserver les places. Sauf que Streiff ne lit pas bien le panneautage et il croit être 2e. Il attaque alors comme un damné pour aller chercher ce qu'il croit être la victoire. Il reprend plusieurs secondes à Laffite. À 3 tours de l'arrivée, il est dans la roue de son équipier qui lui fait des grands gestes pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas l'attaquer. Mais Philippe l'ignore et l'attaque dans l'avant-dernier tour. Laffite le bloque sur les vibreurs et Streiff attaque de nouveau, mais Jacques lui ferme la porte. Laffite est furieux et au bout de la longue ligne droite, Streiff plonge à l'intérieur alors que Laffite se rabat. Les deux pilotes s'accrochent et Streiff casse sa suspension. Laffite est furieux mais peut continuer. Philippe se traîne alors avec une roue arrachée. C'est tendu, mais ça tient et Philippe Streiff franchit la ligne d'arrivée sur 3 roues et décroche son seul et unique podium en Formule 1. Après la course, Jacques Laffite hurle contre son jeune équipier avant de se calmer et de le féliciter de sa course. Parce que oui, le bonhomme il part quand même 18e. Mais Gérard Larousse, passé de chez Renault à Ligier entre 84 et 85, est beaucoup moins tendre. Une mauvaise pub pour Philippe qui était simplement dans l'incompréhension. Et puis, ce n'est pas un pilote agressif. Mais bon, il a eu son podium en F1. Passons à 1986. Je m'en souviens comme si c'était hier.
Philippe évolue donc avec Tyrrell aux côtés de Martin Brundle. Malheureusement, l'écurie de l'oncle Ken est sur le déclin. Difficile pour Philippe de briller. Malgré une 7ème place prometteuse au Brésil, il se bat avec une voiture capricieuse. Son moteur Renault en manque un petit peu, mais au moins il est fiable. À Brandzach, il score son premier point de la saison avec sa 6ème place. C'est alors qu'un miracle semble se profiler en Australie. Oui, encore une fois, Philippe Streiff navigue à la 3ème position dans les derniers tours après les abandons de Senna, Rosberg et Mansell. Il ne lui reste qu'un tour à faire et il a bien ses 4 roues sur la voiture, mais cette fois-ci, c'est la consommation d'essence qui fait défaut. Dans le dernier tour, il tombe en panne d'essence, mais il est malgré tout classé 5ème. Philippe est prolongé par Tyrrell en 87 qui accueille le retour du moteur Ford Cosworth atmosphérique. La voiture n'est guère plus performante mais la fiabilité est là. Il rentre à plusieurs reprises dans le top 10 et marque un point au Castellet. En moins bon, en Belgique, il s'accroche violemment en haut du raidillon avec son équipier Jonathan Palmer. Sa voiture est coupée en deux mais miraculeusement, Streiff est indemne. Il prend même le mulet pour le 2e départ et termine 9ème. En Allemagne, pourtant 22ème sur la grille, Streiff profite de nombreux abandons pour terminer 4ème du Grand Prix. Un très bon résultat. Mais difficile d'exister en plein milieu du peloton. Philippe fait malgré tout de bonnes courses en animant le milieu de grille. Même s'il s'engueule une fois avec Philippe Alliot pour une manœuvre un petit peu douteuse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en 87, c'est le retour des moteurs atmosphériques après le monopole turbo en 86. Mais la différence de performance entre les turbos et les atmosphériques était vraiment incroyable. Quand vous avez un atmosphérique, comme Philippe Streiff avec la Tyrrell, c'était impossible d'aller challenger les grosses équipes avec les turbos. C'est pourquoi la FISA a créé le trophée Jim Clark pour les pilotes et le trophée Colin Chapman pour les constructeurs. Un genre de championnat dans le championnat, une catégorie au sein même de la Formule 1. En tête de ce championnat en début d'année, Philippe se bat contre son équipier Jonathan Palmer. Finalement, au soir de l'avant-dernier Grand Prix au Japon, Palmer s'assure de ce titre devant Streiff qui termine 2ème. Et il est un petit peu déçu. Ça se comprend. Fin de l'aventure Tyrrell. Au cours de sa carrière, Philippe s'est fait quelques relations qui lui ont permis d'obtenir du budget. On a pu voir Motul avec Nogaro, mais également Elf et Gitane. Et en 88, il apporte le soutien de Bouygues dans sa nouvelle équipe grâce à son ami, le maire de Neuilly-sur-Seine, Nicolas Sarkozy. Et sa nouvelle équipe n'est d'autre que son ancienne, parce que c'est AGS. Henri Julien accueille à bras ouverts le retour de son pilote et Philippe Streiff est très content de ce nouveau challenge. Pour une petite équipe, l'AGS est performante et Streiff en fait bon usage. Naviguant dans le peloton et s'approchant du top 10, il sera beaucoup embêté par sa fiabilité. Par exemple au Canada, Philippe se bat contre le champion du monde en titre Nelson Piquet sur Lotus. Il se bat pour la 4ème place mais il est trahi par sa suspension. Cependant, il a décroché une belle 10ème place à Imola et récidive en Belgique. Puis il termine 9ème du Grand Prix du Portugal et même 8ème du Grand Prix du Japon. En Australie, il se bat de nouveau pour les points face à Boutsen, mais devra renoncer sur problème d'allumage. Streiff a fait une très bonne saison avec une voiture limitée, mais prometteuse. Bon pilote et bon metteur au point, Philippe est aussi un atout pour attirer des investisseurs. Et alors qu'AGS vient de perdre son plus gros sponsor, Bouygues, l'Isérois est prolongé pour 89. Philippe espère que son équipe ne souffrira pas trop financièrement afin que le sportif soit encore meilleur. Bien installé dans sa petite équipe française, Philippe Streiff est présent comme beaucoup d'autres équipes à Rio 10 jours avant le lancement de la saison 89 pour des essais de pré-saison. Malheureusement, c'est là que sa vie va basculer. Il est 11h et Philippe Streiff négocie le virage rapide de Souspiro quand sa suspension arrière gauche cède. À 220 km/h, l'AGS décolle sur le vibreur et passe de l'autre côté du rail. Philippe part en tonneau dans les filets de protection. Sa voiture s'arrête complètement détruite. Après la mort d'Elio De Angelis en 86 lors d'essais privés au Castellet, les instances sportives avaient décidé qu'il fallait des équipes médicales également lors d'essais privés. Et pas que sur les Grands Prix. C'est dommage qu'il n'ait pas précisé que ces équipes devaient être compétentes. Les secouristes sont dépassés. Streiff est conscient mais ne peut pas bouger. Il est extirpé sans ménagement de sa coque et mis sur un vulgaire brancard. Il a certes des fractures à la clavicule et à l'omoplate, mais surtout, il a une double luxation aux vertèbres dont la 9e est complètement écrasée. Il est transporté sans ménagement à un hôpital de Rio, mais une fois sur place, les chirurgiens lui disent qu'ils ne peuvent pas l'opérer. Il faut alors le transporter à Sao Paulo, à 400 km de Rio. Philippe y est alors emmené en hélico.
Le souci, c'est que le pilote de l'hélico se perd et il se pose sur la plage. À partir de là, c'est une ambulance qui prend le relais, mais le trajet jusqu'à l'hôpital, il est chaotique. Il y a des trous partout et Streff est très mal mis. Autant vous dire qu'après tout ça, l'opération est désespérée. Philippe ne remarchera plus jamais. Suite à cet accident, les instances imposeront des hôpitaux de campagne lors d'essais privés, et plus seulement pour les Grands Prix. De plus, un organisme est chargé d'inspecter toutes les infrastructures médicales des circuits et des alentours afin qu'un événement puisse s'y tenir. Pris en charge par le professeur Saillant, Philippe garde espoir et il reçoit le soutien de ses amis et de ses collègues. Quelques semaines plus tard, Gabriele Tarquini conduit AGS à la 6e place du Grand Prix du Mexique et dédie ce point au pilote de la maison. Philippe ne pilotera plus jamais, mais malgré sa tétraplégie, il ne baissera jamais les bras. Et puis, il reste proche des circuits. Il ouvre une piste de karting d'or au nord de Paris, S-Kart, en 91. Et en 93, il crée l'un des événements les plus populaires en sport automobile, les Elf Masters de Bercy qui se tiennent chaque année entre 93 et 2001 en fin de saison et qui réunit les meilleurs pilotes du sport auto et karting. La première édition se tient le 18 et 19 décembre 93 et devient légendaire grâce au duel Senna-Prost. Leur dernière opposition sur circuit. Mais d'autres grands noms s'y affronteront et il est inutile d'en faire une liste tellement elle serait longue. Pour faire court, si vous pensez à un grand pilote, il y a de fortes chances qu'il y ait participé. En 2011, avec le soutien de RDF, le kart retrouve Bercy en tout électrique. En 1995, Philippe Streff parvient à reconduire en aménageant un Renault Espace. Grâce à lui et aux nombreux financements et soutiens, il permet aux personnes handicapées de reconduire. Il fonde également l'association CESA qui vient en aide aux personnes handicapées dans le milieu des sports mécaniques. Il sera récompensé de ses bonnes actions par la Légion d'honneur en 1995. Si en 2016, Frédéric Saucé, quadri-amputé, a pu participer aux 24 heures du Mans, puis en 2021, engager une LMP2 avec 2 pilotes handicapés, Philippe Streff n'y est pas étranger. Il n'arrêtera jamais le combat pour aider la vie des personnes handicapées et poursuit également ses activités en politique, obtenant des postes de conseiller technique dans plusieurs domaines, notamment pour la sécurité routière. Philippe Streff, c'est une première vie à se battre en piste, à gravir les échelons du sport automobile et à atteindre la Formule 1. C'était un bon pilote, un podium, mais il en valait sûrement plus. Puis, il eut bien tristement une deuxième vie où il a continué de se battre, pour lui et pour les autres. C'est à l'âge de 67 ans, le 23 décembre 2022, que Philippe Streff nous a quittés. Mesdames et messieurs, nous en arrivons au bout de cette vidéo hommage à Philippe Streff. C'est un peu lourd de faire 2 hommages assez proches, quoi. C'était avec Patrick Tambay et Philippe Streff, voilà, 2 grands noms du sport auto français qui nous ont quittés. Bon, j'espère en tout cas que j'aurai réussi à lui rendre hommage de la meilleure des façons. J'espère également que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec les 5 gestes importants. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, tous les liens en description. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Philippe Streff. À la prochaine. Philippe Streff aussi, je l'avais rencontré, c'était à Nogaro. C'était lors des 50 ans de Nogaro. Voilà, il était là. Je sais pas quelle était sa fonction, s'il était là en simple spectateur ou s'il avait vraiment une mission dans ce week-end-là. Mais voilà, pour le coup, j'avoue, à l'époque, 50 ans, c'était en 2009, non, 2011, c'était en 2011. Et je savais pas qui c'était. Et après, du coup, à partir de là, j'ai connu Philippe Streff. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Bon. Ouais, ce serait bien que ça s'arrête un petit peu là, l'hécatombe. Faudrait que passer un petit moment où on est un petit peu tranquille, ce serait bien. Enfin bon, bonne année 2023 à vous tous, on est reparti pour une année. Des bisous.